commencer notre réunion, je veux saluer celles et ceux qui suivent en ligne notre réunion qui est ainsi publique, bien évidemment. Je veux aussi saluer la présence de notre nouvelle directrice générale qui se trouve derrière moi, Madame Émilie Bout, qui est encadrée de manière très solide par Franck Laherrère et par Yann Guillaumard derrière moi. Je veux simplement qu'avant de prononcer l'appel des élus, je vais leur laisser quelques temps encore et je vais demander, comme c'est l'usage maintenant, à Marc Meignet de nous faire un point sur la situation sanitaire. On sait qu'elle s'améliore, mais je préfère que Marc vous donne les dernières informations. À l'issue de la présentation de Marc, je ferai l'appel nominal des élus pour engager notre réunion. Marc, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Les nouvelles sont bonnes puisqu'on assiste à une décroissance rapide de l'épidémie, et même impressionnante, dans la mesure où le taux d'incidence national est passé à 96 pour 100 000 habitants. Je vous rappelle qu'il y a encore 3 semaines, il était à 400 à peu près pour 100 000 habitants. Là, on est à 96 et le taux d'incidence locale est à 35 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire largement en dessous des 50 qui est le seuil d'alerte. Donc vraiment, on a une amélioration très importante de la situation. Je peux vous le montrer, alors je ne sais pas si on le voit. Vous vous montriez à la caméra qui est là. Sur cette courbe. Alors, il faut qu'on zoome fortement. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Si, voilà. On voit. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. On est tout en bas. On est tout en bas, vous voyez, ici, là. C'est un peu la tablette. Voilà. Parfait, voilà. Excellent. Voilà. Là, voilà. Vous voyez bien la courbe. Donc la décroissance est très très importante et très rapide. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Au niveau de l'hôpital de La Rochelle, qui est quand même, qui nous montre un petit peu l'importance des cas graves, on n'a plus que 9 patients ce matin qui étaient hospitalisés en service de médecine et 7 patients en service de réanimation, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à 50% de saturation des lits de réanimation. 16 patients au total pour l'hôpital de La Rochelle, c'est aussi une décroissance très rapide et donc voilà, une amélioration très importante de la situation. Merci beaucoup, chers collègues, de nous avoir tenus informés. On le fait à chaque réunion et ce sont des nouvelles rassurantes en vue du 15 décembre qui sera la nouvelle étape de confinement. En tout cas, l'attitude responsable des habitants de nos territoires et plus largement en France permet aujourd'hui une très forte décrue. Alors, chers collègues, je vais procéder à l'appel nominal pour qu'on s'assure de votre présence, même si j'en vois beaucoup d'entre vous. Monsieur Alguet Jean-Luc, vous avez 2 pouvoirs. Oui. Merci. Vous avez le pouvoir de Paul Roland-Vincent et de Linda Beaujean. Monsieur Bertrand Héral, je vous vois ici même. Tarek Azouag, je l'ai vu tout à l'heure à l'écran. Tarek, je te vois. Voilà. Monsieur David Baudon. Présent. Merci beaucoup. Eliade Baudot. Présente. Merci. Dorothée Berger. Présente. Merci. Sébastien Béraud. Présent. Et vous avez le pouvoir de monsieur Pierre Galerno. C'est exact. Christophe Berthaud. Présent. Merci. Gérard Blanchard. Présent. Madame Catherine Bordevoman. Elle est absente, Monsieur le Président. C'est Olivier Gauvin qui a son pouvoir. Écoutez, merci de l'information. Transmettez-le rapidement par mail à notre administration, s'il vous plaît. Mais elle l'a peut-être déjà, pas encore. Donc transmettez-le, il n'y a pas de souci. Patrick Bouffet. Présent. Merci. David Caron. Présent. Philippe Chabrier. Présent. Catherine Chipoff. Présente. Vincent Copolani, je le vois, il a le pouvoir de Madame Catherine Benguigui. Voilà. Jean-Claude Cosset. Présent. Viviane Gautreau-Gonzalez. Présente. Merci. Franck Coupeau, je vous ai entendu à l'instant. Pascal Donic. Présent. Merci. Arnaud de Cambourg. Arnaud de Cambourg m'a donné pouvoir, il vient de l'envoyer à Olivia à l'instant, parce qu'il est retenu à son cabinet d'avocat. D'accord, et on a bien reçu. Merci, madame. Il vient de l'envoyer à l'instant parce que à Olivia. Hein. Merci. On va récupérer, pas de souci. Merci beaucoup, on me dit que c'est bon. Vincent Domester. Présent. Merci. Evelyne Ferrand. Je viens de Présente. vous voir à l'écran.
Merci. Marie-Lise Fleuret-Pagnou, vous avez le Présente. pouvoir de Madame Nadège Désir. Fountaine Jean-François. Olivier Gauvin, je vous ai vu à l'écran. Monsieur le Président, Oui. j'ai envoyé la procuration de Madame Bordeaux-Mal cet après-midi par mail. La procuration. Madame Borgman, on me dit. À qui l'avez-vous envoyé, s'il vous plaît? Secrétariat. Vous ne pouvez pas nous en dire plus? Si. On regarde de notre côté, mais si c'est possible d'en envoyer un autre directement. Elle en a dû envoyer une elle-même déjà. Hein. D'accord, bah écoutez, on va pointer ça. D'accord, Roger Gervais. Présent. Roger Gervais, merci. Didier Guélin. Présent. Merci. Patrick Giat. Présent. Merci. Antoine Gros est à côté de moi. Katia Grodenier. Oui, présente. Merci. Dominique Guégaud. Je suis présent. Merci. Sylvie Guérigazo. Présente. Merci beaucoup. Thibaut Guiraud. Présent. Fabienne Dario. Présente. Comme Krabal a le pouvoir de monsieur Alain Drapeau. Voilà. Séverine Lacoste a le pouvoir de Frédéric Letellier. Merci. Didier Larel, je l'ai vu Présent. à l'écran tout à l'heure. Merci. Catherine Leonidas. Oui, présente. Merci. Marie Rigonière. Présente. Et j'ai le pouvoir d'Anaël Denis. Je vous confirme, c'est noté dans mon document. Denis Loisel. Présent et Merci. comme on a conseil municipal à 19h15, je quitterai la séance et donnerai mon pouvoir à Marie-Christine Millot. On m'avait informé de cela. Merci beaucoup. Marc Meignet est présent, bien sûr. Océane Marielle. Je suis là. Présente. Merci. Françoise Ménès. Présente. Merci. Lynn Méode. Lynn. Merci Oui, beaucoup. présente. Marie-Christine Millot. Présente. Et vous avez le pouvoir tout à l'heure de monsieur Loisel. Et vous avez déjà le pouvoir de Gérard François Bournet. C'est exact. Chantal Murat. Présente. Et vous avez le pouvoir de José Brossard. Marie-Gabrielle Nassivet. Et de Michel Tillot. Ben, nous l'avons. Moi, je ne l'ai pas sur mon document. Si on peut vérifier. Si on peut vérifier. On va vérifier ce pouvoir-là. Je ne l'avais pas, moi. Oui. Marie-Gabrielle Nassivet. Denis. Merci. Présente. Marie Denelec. Présente. Merci beaucoup. Gwendoline Nevers. Présente. Gwendoline Nevers. Merci Oui. beaucoup. Vous avez le pouvoir de Martine Madeleine. Tout à fait. Jean-Pierre Nivet. Je suis arrivée, excusez-moi Jean-François, je suis arrivée, c'est bon. Merci. Alors, il y a plus, il faut retirer le pouvoir de Martine à Gwendoline, bien sûr. Jean-Pierre Nivet. Monsieur Jean-Pierre Nivet, monsieur le maire d'Angoulins. Normalement, il était avec nous tout à l'heure. Il devrait, on va le contacter. C'est Jean-Luc là. On devrait le contacter parce Merci qu'il était avec nous il y a 5-10 minutes. D'accord, bah écoutez, on va surveiller cela à son arrivée. Il a le pouvoir de madame Michel Babeuf. Patrick Filbert. Je suis là, présent. Merci. Jean-Philippe Place. Jean-Philippe Place. Je ne vois pas. Michel Raphaël. Présent. Merci beaucoup. Didier Rollin. Présent. Merci. Jocelyne Rocheteau. Présente. Mathilde Roussel. R2-0 sauvegarde en 283 jours. Nous avons des interférences sur la ligne. Mathilde Roussel. Oui, présente. Bonjour. Merci beaucoup. Pascal Sabourin est présent là.
Elle abaisse ses bas. Elle abaisse ses bas. Alors, je redemanderai tout à l'heure. Jean-Marc Soubest. Oui, présent. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir Jean-Marc. Eugénie Tête-Noire. Voilà, je suis très honorée. Eugénie Tête-Noire. Ça m'a surpris. Pas connecté pour l'instant. Elle n'est pas connectée encore. Michel Tillot. Donc, aurait donné son pouvoir tout à l'heure. Oui. Oui, il l'a envoyé à Isabelle Deval. Il m'a adressé un SMS, il l'a envoyé à Isabelle Deval. D'accord, on va vérifier ça tout de suite. Merci. Thierry Tougeron. Thierry Tougeron. Il a des problèmes de connexion. D'accord, bah écoutez, on va le recontacter. Marie-Céline Vergnol. Présente. Merci beaucoup. Chantal Vetter. Présente. Merci. Stéphane Villain. Vous avez les Bonsoir. propos de Madame Chantal Subra et Régis Lebas. Oui, bonsoir, présent. Oui. Merci beaucoup. Tiffany Vrignot. Présente. Merci beaucoup. Nous sommes presque en totalité. Le quorum est bien sûr très largement dépassé. Et donc, je vais vous proposer de démarrer nos travaux. Nous n'avons que 2 questions à l'ordre du jour ce soir. Je rappelle qu'il faut couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole pour éviter des interférences. Vous pouvez actionner le bouton main levée et elle est verte si elle est activée. Et vous coupez bien sûr votre micro quand vous avez terminé les interventions. Les ordres de parole, je les prends bien sûr comme d'habitude au fur et à mesure. Si jamais vous êtes contraint de quitter la fin, vous nous en faites part s'il vous plaît pour bien tenir à jour les présences. Et si un élu nous rejoint en cours de réunion, merci de se signaler. On le verra par les écrans, mais voilà. Je vous propose Antoine Gros comme secrétaire de séance. Voilà. Alors, les abstentions, tout à l'heure, on pourra tenir la main levée pour les votes. Voilà. Alors, première question, je vais passer la parole à Antoine Gros, un changement de représentant au conseil d'administration. Alors, ce n'est pas un changement de représentant, je vais être très rapide. Il s'agit de confirmer un vote qui avait eu lieu en septembre pour une désignation d'un représentant à l'AFIPAD, qui est l'association qui gère le fichier de demande du logement social. Il y a une erreur de transcription, donc la proposition, c'est de confirmer votre vote de septembre, qui était Madame Eliette Baudot, pour représenter la CDA à l'AFIPAD. Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Ou je n'en vois pas. Donc, nous confirmons Madame Eliette Baudot. Monsieur Loisel a levé la main. Qui ça? Monsieur Loisel. Tony Loisel, vous avez levé la main? Oui, je pense que vous deviez demander avant si quelqu'un s'opposait au vote à main levée sur cette motion, non? Non, un bulletin secret. Plutôt, si quelqu'un voulait le vote à bulletin secret. Vous avez raison, tout en sachant que matériellement, ce type de procédure aujourd'hui fait qu'on ne peut pas matériellement. Mais vous avez raison, je repose la question, y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Je n'en vois pas, donc je confirme le vote qui a eu lieu. Merci à tous. Alors, je vais commencer la présentation, mais c'est bien sûr notre maître en eau qui va faire la présentation, Guillaume Crabal, chacun a reconnu, qui fera la présentation plus complète. Je vais simplement planter un petit peu le décor par quelques rappels. Je m'excuse auprès de celles et de ceux qui connaissent par cœur le dossier, mais je pense qu'il est quand même normal de rappeler quelques principes fondamentaux. L'eau de l'agglo, une compétence de l'agglomération. Alors à l'écran, vous voyez un cycle de l'eau complet, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, avec petit 1, le prélèvement. Alors le prélèvement peut se faire de 2 manières différentes, soit en ce qu'on appelle les eaux de surface, et nous dans notre cas, eh bien l'estuaire de Charente. L'agglomération dispose déjà d'une usine à Coulonges avec une production de l'eau. Mais l'agglomération a également un deuxième type de prélèvement dans la nappe phréatique, ce qu'on appelle les eaux profondes, et donc elle utilise l'ancien
prélèvement de la ville de La Rochelle qui se trouve à Fraise, voilà, aux confins de différentes communes que vous connaissez bien, que ce soit Vérines, que ce soit chez Roger, voilà, donc qui est plutôt en Aunis. Après cela, il y a un traitement de l'eau, traitement important quand l'eau provient de la Charente, traitement beaucoup plus léger quand l'eau est prise dans la nappe, puisqu'elle est naturellement plus propre. C'est pour cela que nous avons une usine à Coulonges. Ensuite, la distribution. La distribution de l'eau sur notre territoire est assurée de manière différente. Elle est assurée par la communauté d'agglomération sur environ la moitié des habitants. Cette distribution est aujourd'hui assurée en régie directe sur le territoire de la ville de La Rochelle, en délégation par une DSP sur la commune de Châtelaillon, mais aussi distribuée avec une production de la part de Eau-17 à travers deux possibilités. Dans le sud de notre territoire, et je crois qu'on a une carte qui vient juste après, l'eau est distribuée par la RES, directement sur les communes, la RES étant la régie publique de Eau-17, mais aussi par une délégation de service public sur le nord de notre agglomération. Une fois qu'on a utilisé l'eau, sur l'écran, c'est pour la cuisine, mais ça peut être également pour la douche. Tous les modes de fonctionnement existent bien évidemment. On passe à la séquence assainissement. Et l'assainissement est déjà une compétence de notre communauté d'agglomération. Nous l'avons depuis de nombreuses années avec des investissements importants sur tout notre territoire, que ce soit sur Châtelaillon, sur Marcilly, sur Portneuf, et puis de gros chantiers en cours pour les années à venir que pilote notre collègue David Baudon. Et après l'assainissement, eh bien, il y a le retour au milieu naturel. Ça peut être en mer, ça peut être dans le milieu et tout. Après ce traitement, l'eau est remise dans le milieu naturel après un travail important par nos usines d'assainissement sur lesquelles nos prédécesseurs ont beaucoup investi. On va voir maintenant la carte qui résume ce que je dis. Alors voilà, allez doucement, c'est parti à toute allure là. Donc, l'usine de Coulonges produit 5,5 millions de mètres cubes, voilà, qui est délivrée sur le sud de l'agglomération, voilà, sur La Rochelle, mais pas seulement. On a un petit captage également à Varèse et un gros captage à Fraise. Voilà les captages qui alimentent notre territoire. Et aussi la Eau-17 produit avec l'usine de Saint-Hippolyte 3,5 millions de mètres cubes qui vont alimenter les zones que j'indiquais tout à l'heure, le sud de notre agglomération et le nord de notre agglomération, à travers la Raise pour le sud et à travers la Sorgue pour le nord. Voilà les réseaux. Ces réseaux sont interconnectés. C'est très important puisque cela permet de faire face, s'il y a une défaillance chez l'un ou chez l'autre, d'avoir une mutualisation de cela. Sachez que par ailleurs, une partie de l'eau produite par Eau-17 file sur l'île de Ré, file sur le sud Vendée. Il y a là des habitudes de travail collectif sur ces sujets-là. Nous consommons en 2019 11,5 millions de mètres cubes. Alors, je vais présenter également la carte de l'état des lieux de la distribution. J'ai commencé à l'expliquer, mais là, on va le voir beaucoup plus clairement. Eh bien, la distribution sur le nord de notre agglomération est assurée par Eau-17 à travers une délégation de services publics valable jusqu'en 2022. 32 000 abonnés, donc c'est très important. Et avec un tarif, alors on a pris une référence de 100 mètres cubes. Les uns pourront dire que c'est moins sur certaines zones. Il fallait bien prendre un chiffre. Un tarif de 170 € pour 100 mètres cubes. Au niveau du sud, toujours avec Eau-17, à travers la RES, 12 000 abonnés. Un tarif un peu plus élevé, ça s'explique notamment parce qu'il y a des taxes un peu différentes. On n'est pas les mêmes agences de bassin partout. Donc le prix est de 173 € du mètre cube. La CDA, en régie directe, distribue 22 500 abonnés sur la ville de La Rochelle, ce qui était l'ancienne régie municipale et qui a été transformée en régie communautaire à partir du 1er janvier 2020. Et un tarif qui est de 142 pour 100 mètres cubes, donc sensiblement moins cher, avec notamment une tarification beaucoup plus basse en ce qui concerne les abonnements. La CDA est aussi compétente sur la commune de Châtelaillon, mais cette fois-ci de manière différente. Elle travaille à travers une DSP de la Sorgue jusqu'à 2032, 4 600 abonnés,
et 164 € pour 100 mètres cubes. Vous voyez une tarification intermédiaire sur notre territoire. Voilà la situation de l'existant. Et maintenant, je vais passer la parole à Guillaume Krabal pour qu'il nous présente les enjeux de la distribution de l'eau pour l'avenir de notre territoire. Merci Monsieur le Président. Et avant de rentrer dans le détail des enjeux et dans le débat en tant que tel, je veux me permettre une petite introduction générale. Quand vous m'avez proposé cette délégation à l'eau il y a à peine 5 mois, vous me l'avez présenté comme un sujet à fort enjeu et vous avez ajouté tout bas, mais complexe, politiquement, techniquement, financièrement et juridiquement. Après 5 mois de travail, je vous confirme les deux sujets. Vous avez raison sur les deux, c'est à la fois complexe mais un sujet majeur. Malgré cette complexité énoncée clairement et conscient des enjeux forts, je tenais à vous remercier sincèrement de la confiance que vous m'avez accordée. Je tenais aussi à remercier mes prédécesseurs, élus de la ville de La Rochelle et de l'agglomération, Alain Bûchery, Éric Perrin et Christian Grimpret, qui ont chacun œuvré à leur façon à la défense d'un service public de l'eau de qualité. Je tenais enfin à remercier Antoine Gros, qui a suivi à mes côtés avec bienveillance l'évolution parfois tendue de ce dossier sans filet. Après 5 mois de travail avec les services de l'agglomération, que je souhaite aussi remercier, Yann Guillaumard, Serge Sceau, Daniel Dumont et Éric Lantier, pour leurs explications et leurs propositions, après 5 mois d'échanges avec l'ensemble des acteurs et avec nos partenaires, après 5 mois de discussions et de débats au sein de notre bureau communautaire, je vous le confirme, le sujet de l'eau est passionnant. Il doit être au cœur de nos préoccupations politiques, notamment face au dérèglement climatique et à la raréfaction de la ressource. Le sujet de l'eau doit être au cœur de notre projet d'agglomération, au regard de nos actions zéro carbone, portées par Gérard Blanchard, ou encore au regard de notre projet alimentaire de territoire, porté par Mathilde Roussel. Il doit être aussi et enfin au cœur du développement du schéma de cohérence territoriale avec nos voisins de l'ONIS. Après 5 mois de travail ardu, mais sans dogme, sans esprit partisan et sans caricature, si j'ai acquis des certitudes qui me permettent de vous proposer ce soir quelques orientations, il convient de rester modeste face aux problématiques et aux enjeux. D'ailleurs, mes chers collègues, si les solutions avaient été limpides et simples, les réponses auraient été mises en place et les décisions prises depuis longtemps. Depuis septembre, j'ai donc souhaité que ce dossier soit abordé en toute humilité. L'équation étant complexe, la solution unique et miraculeuse n'existant pas, nous avons tenté collectivement d'avancer en discutant et en échangeant pour trouver des accords intelligents. Accords qui devront respecter la ressource en eau, bien entendu, qui est notre bien commun. Accords qui devront respecter les usagers, tant en termes de tarifs qu'en termes de qualité de service. Et accords qui devront aussi prendre en considération les agents du service communautaire public de l'eau et leur avenir, et leurs collègues de la RES et de la SOR. Concernant les quelques certitudes que j'ai pu me forger depuis ce début de mandat, en voici quelques-unes que je tenais à partager dans mon introduction de ce soir. Première certitude, le cycle de l'eau est fortement méconnu de tous. Si nous voulons associer les élus et sensibiliser les citoyens sur cette question, il conviendra de faire un vrai travail de pédagogie qui favorisera la confiance et la transparence. Je souhaiterais donc mettre en place une exposition pédagogique qui viendra raconter cette histoire de l'eau, présentée par Jean-François, sur notre territoire, son cycle, où elle est produite, pourquoi, comment on l'achemine et qui en sont les acteurs. Je compte sur mes collègues Marie Ligonière en charge de la transition citoyenne et Marine Edelec en charge de la communication pour m'accompagner sur ce sujet. Je compte aussi sur mes collègues Marc Meignier, protection des zones humides, David Baudon, assainissement et Didier Roblin, prévention des inondations, pour nous accompagner sur la création d'une maison de l'eau. Véritable lieu et guichet unique où chacun pourra trouver des réponses sur les questions techniques et financières, sur les thèmes de l'eau potable, mais aussi de l'assainissement. Elle pourra aussi expliquer l'eau dans toutes ses dimensions et son importance pour notre vie, en accueillant des expositions ou des ateliers pédagogiques. Deuxième certitude, si aujourd'hui, grâce à des décisions politiques passées, La Rochelle a la chance d'avoir des ressources de qualité sur un territoire proche, et ça a été rappelé par Monsieur le Président en introduction, elle se raréfie et se dégrade. Pour anticiper les années à venir, il convient donc de mener une politique ambitieuse de préservation, de sobriété et trouver des sources nouvelles, voire innovantes.
Il convient aussi de s'entendre avec nos partenaires historiques pour garantir les échanges et les mutualisations des moyens. Troisième certitude, en termes de tarifs. Nous souhaitons effectivement tendre vers un tarif harmonisé, bas et vertueux pour l'ensemble des usagers de notre agglomération. Et c'est ce que nous allons proposer ce soir. Il faut aussi avoir en tête que le coût de production d'eau potable est de plus en plus cher. Il faudra donc chercher à trouver des solutions pour mettre en place des tarifications incitatives, sociales ou différenciées. Quatrième certitude, les différents réseaux d'eau potable du nord du département, celui d'Eau-17 et celui de la communauté d'agglomération de La Rochelle, sont interconnectés. Ils se complètent, ils se relient, ils s'aident. Ces interconnexions et cette mutualisation de moyens permettent de garantir aujourd'hui à l'ensemble des abonnés de l'agglomération un accès à l'eau de qualité en toutes circonstances. Il est donc primordial que les liens entre ces deux acteurs publics de la gestion de l'eau sur notre territoire soient renforcés et indéfectibles. Avant de poursuivre sur l'explication de la délibération proposée ce soir, je tenais aussi à rappeler une situation plus globale, plus générale que vous connaissez tous. Dans un contexte de dérèglement climatique, de fragilisation de la biodiversité et de pandémie, l'eau est plus que jamais un bien commun, précieux, qu'il convient de préserver. Et alors que les derniers mois ont été marqués par l'affaire Veolia-Suez et ses enjeux de marchandisation et de spéculation autour du marché de l'eau, nous devons, nous élus, rappeler notre engagement au service de l'intérêt général et d'une gestion durable de l'eau au plus proche de tous nos territoires. Mes chers collègues, pour débattre publiquement, pour enfin trouver une issue à une situation inextricable et insatisfaisante depuis quelques années, pour écrire les grandes perspectives de notre politique de l'eau des prochaines années, il fallait bien un conseil communautaire exceptionnel. Et je remercie Monsieur le Président d'avoir réuni aujourd'hui cette instance. Vous l'avez tous maintenant compris, la question qui revient régulièrement avec insistance depuis des années, et encore plus depuis quelques semaines, et sur laquelle nous allons devoir nous prononcer ce soir, peut paraître simple, voire simpliste. La CDA doit-elle entrer complètement dans Eau-17 ou doit-elle en sortir? Choix cornélien? Pas vraiment quand même. Avant de vous proposer les deux scénarios étudiés, je tenais à rappeler, et Monsieur le Président l'a fait aussi dans son introduction, nous avons le choix entre entrer complètement dans un syndicat public porté par des élus locaux qui a fait ses preuves dans sa capacité à gérer la question de l'eau sur notre département. Et le deuxième choix, sortir de ce même syndicat pour conserver une maîtrise publique du dossier au sein de notre instance. Pour ceux qui l'auraient oublié, la création du syndicat public de l'eau juste après la guerre et cette solidarité départementale initiée par les élus de l'époque ont permis à l'ensemble des communes de notre département de prétendre à l'eau potable rapidement. Le débat n'a donc rien à voir avec celui de certains autres territoires de notre pays qui tentent de reprendre la main sur la gestion de l'eau confiée à une époque à des groupes privés. Pour nous, la question est plus simple et plus sereine. Nous avons le choix entre gestion publique de l'eau sérieuse avec Eau-17 ou gestion publique de l'eau sérieuse avec l'agglomération de La Rochelle. Avant de pouvoir se prononcer sur ces deux questions, avant d'avoir un avis éclairé sur les deux solutions, il a donc fallu étudier sans parti pris et avec sincérité les choix qui s'ouvraient à nous à travers les objectifs politiques et enjeux que l'agglomération s'est fixés. Les enjeux, vous les avez devant vous. Premier enjeu, c'est de pouvoir être maître de ses choix et de ses orientations politiques en termes de gestion de l'eau sur l'ensemble du cycle. Deuxième enjeu, la maîtrise des capacités de production et des réseaux de distribution. Il faut qu'on puisse avoir de l'eau en tout temps sur notre agglomération. Troisième enjeu, le tarif de l'eau. Aujourd'hui, il est différent en fonction des communes dans lesquelles nous habitons. La politique de l'agglomération reprenant la compétence de l'eau, il est logique que nos citoyens, nos abonnés, aient d'une égalité de traitement devant le service public et que le tarif soit identique pour les abonnés de l'agglomération. Autre enjeu, la préservation et la qualité de la ressource. Effectivement, je l'ai rappelé tout à l'heure, la ressource se raréfie, elle est des plus compliquées à trouver. Il est donc important que nous travaillions avec ambition autour de ce sujet de la préservation de la ressource. J'en rajouterai un autre, qui n'est pas indiqué ici, mais qui est celui du maintien et la garantie du service public de l'eau. Avoir une régie publique qui distribue l'eau sur notre territoire. Après un mois de travail intense sur ces sujets, les services d'Eau-17 et les services de l'agglomération ont pu transmettre chacun leurs propositions d'orientation au bureau communautaire.
sortie d'O17 et intégration totale à O17, les deux pistes ont été étudiées avec attention, sereinement et sans aucun esprit partisan. Je tenais donc à remercier très sincèrement O17 et son président Michel Doublet, ses services et ses élus pour les échanges sincères et constructifs que nous avons pu avoir ce dernier mois. Ils aboutissent sur de vraies propositions, dont certaines sont encore arrivées hier, dont vous avez pu prendre connaissance. Mon collègue David Baudon, en charge de l'assainissement et à l'agglomération et membre du bureau d'O17 à mes côtés, en est le témoin. Donc, deux choses. Nous savons travailler ensemble avec O17 et c'est un plaisir de le faire. Quoi qu'il arrive demain, nous devrons poursuivre sur cette voie de l'intelligence, de la mutualisation et des bons rapports. Parallèlement à ça, je tenais aussi à remercier les services de l'agglomération de La Rochelle en charge de l'eau, mais aussi ceux des finances et ceux des affaires juridiques, qui eux aussi ont travaillé à un autre scénario avec application pour proposer une possibilité de sortie complexe à imaginer, mais surtout responsable et solidaire. Je vous propose donc à présent de passer à la comparaison des deux modèles d'orientation formulés par d'un côté O17 et de l'autre côté par les services de l'agglomération. Il est clair que ce soir, nous n'allons ni voter les tarifs, ni voter le mode de gestion de l'eau demain. Il s'agit des grandes orientations, voir vers quoi on peut tendre. Premier enjeu pour nous, c'était la souveraineté de la compétence eau, comment on exerce notre politique, où elle s'exerce. D'un côté, l'intégration complète à O17 fait que les délégués de l'agglomération de La Rochelle représentent 26 délégués sur les 125 composés du syndicat O17. L'agglomération de La Rochelle représenterait donc 21% du nombre des élus du conseil syndical d'O17. Elle pourrait peser, mais pas décider seule. Elle pourrait influer, mais pas automatiquement décider, encore une fois, seule. Deuxième scénario, l'agglo sort de O17, et là, on continue ici, en cette instance, à décider. C'est-à-dire que c'est les conseillers communautaires qui décident de fixer le prix de l'eau, qui décident de donner le là en termes d'ambition pour la préservation. La compétence eau est complètement exercée au sein de notre agglomération. Deuxième enjeu suivant, la distribution. Deux possibilités encore une fois. L'agglo intègre O17, proposition d'O17, nous sommes capables de vous proposer une régie publique de distribution de l'eau sur l'ensemble du territoire. La RES, qui est l'outil de distribution d'eau du syndicat O17, propose d'étendre son action sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Reprendre à la fin des DSP les communes de Châtelaillon et les communes du nord de l'agglomération, mais aussi reprendre la distribution sur la commune de La Rochelle. Scénario 2, l'agglo sort d'O17, proposition des services de l'agglomération. On a deux solutions. On met en place une régie publique généralisée à toute l'agglomération de La Rochelle. On étend la régie communautaire de La Rochelle sur l'ensemble des communes. Ou alors, on propose à la RES de poursuivre son activité pour le compte de la CDA. La RES, Régie publique de l'eau, continue à être le prestataire de services sur les communes de l'agglomération et nous aurions donc la cohabitation de deux régies publiques sur l'agglomération. Le choix n'est pas tranché, il sera fait en temps utile, mais pour l'instant, c'est les deux scénarios potentiels. Troisième enjeu, le tarif de l'eau. Celui qui, sans doute, parle le plus aux abonnés, mais encore une fois, il s'agit ce soir d'avoir des grandes orientations, il ne s'agit pas de voter les tarifs de l'eau. On a donc deux propositions, avec l'agglomération qui intègre O17, donc proposition tarifaire d'O17, et la proposition de l'agglomération de La Rochelle, qui donne des grandes orientations. Avant de parler directement des tarifs, je voulais rappeler l'architecture tarifaire de O17. Comme nous, comme l'agglomération, O17 fixe un tarif sur l'ensemble du secteur sur lequel il exerce. C'est-à-dire que le tarif proposé et le futur tarif proposé aux habitants de l'agglomération de La Rochelle par O17 sera le même pour l'ensemble des habitants du département. Donc automatiquement, quand on propose ce tarif, quand O17 nous propose un tarif, il joue avec des équilibres financiers compliqués puisque ça intègre l'intégralité des abonnés du département. Deuxièmement, et c'est important pour la suite aussi de l'explication, vous l'avez vu tout à l'heure, le tarif d'O17 sur l'agglomération de La Rochelle est un peu plus élevé que les autres tarifs pratiqués, puisque dans l'abonnement, dans la part fixe
du prix de l'eau chez Eau17, il y a une part qui sert à financer l'intégralité des réseaux sur l'ensemble du département. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux en milieu ruraux qui sont moins rentables, qui sont plus compliqués à mettre en œuvre, et donc automatiquement les endroits et les communes pour lesquels la mise en œuvre technique est plus simple et moins chère participent à la solidarité départementale. C'est le cas pour les 26 communes qui sont aujourd'hui membres de Eau17, qui sont les 26 communes de notre agglomération qui sont membres de Eau17. Elles participent à cette solidarité départementale, à cette péréquation départementale en finançant les installations moins rentables du sud du département. Du coup, ces propositions tarifaires de Eau17, quand il répond à notre commande de dire on veut un tarif unique, la proposition tarifaire de Eau17 intègre ces éléments-là, et on a donc une proposition tarifaire qui fait apparaître une légère baisse sur les 26 communes de l'agglomération qui sont déjà membres d'Eau17, une légère hausse pour les abonnés de Châtelaillon, qui sont à un prix médian, et une hausse plus importante pour La Rochelle, qui est aujourd'hui pratique un tarif bas pour des raisons historiques. Quand je parle de ces scénarios, je reprends les chiffres qui ont été envoyés hier par le président Doublet et qui reprennent ces éléments-là. C'est-à-dire que c'est le meilleur tarif qu'il puisse nous proposer. Ça intègre ces éléments de hausse et de baisse que je viens de vous expliquer. Scénario proposé par l'agglomération de La Rochelle, par les services de l'agglomération de La Rochelle. Nous avons sur les 26 communes membres d'Eau17, une baisse totale pour l'ensemble des abonnés des 26 communes membres d'Eau17. Châtelaillon aussi connaît une baisse minime pour l'ensemble de ses abonnés. La Rochelle, par contre, connaît, elle, une hausse limitée par rapport à la proposition d'Eau17 du tarif et de la facture d'eau sur sa commune. On passe à l'enjeu suivant. Peut-être un mot, excuse-moi. Vas-y. Je veux bien rappeler ce qui s'est marqué en bas. Le tarif devient unique sur tout le territoire de l'agglomération. C'était déjà le cas pour l'assainissement. Et là, on aurait une facture complète qui soit la même, quel que soit notre lieu de résidence dans notre territoire. Alors, la gestion de la ressource, deux angles sur ce sujet. La gestion de la ressource. Donc, confier intégralement à Eau17, on travaille à l'échelle départementale pour préserver la ressource. Eau17 nous attend sur cette question, nous fait une proposition de travail mutuel pour que le département profite des avancées de l'agglomération sur ce sujet et que le travail initié par l'agglomération dans le passé sur les protections des zones de captage, sur l'apprentissage qu'on a déjà eu, profite à l'ensemble du département. La proposition d'Eau17, c'est de dire agglomération et Eau17, parlons d'une même voix auprès de la Chambre d'agriculture, parlons d'une même voix auprès des partenaires. Donc, un intérêt à se regrouper sur ce sujet-là, avec une stratégie à l'échelle départementale. Scénario de sortie, bien sûr qu'il faut poursuivre sur un partenariat avec Eau17, un partenariat sur les programmes ressources, sur les zones de captage, mais en plus, et c'est dans l'idée d'être libre de nos choix, on maîtrise le cycle de l'eau depuis le ruissellement jusqu'à l'évacuation, jusqu'à l'assainissement, et ça nous permet aussi de faire des propositions innovantes, ambitieuses sur ce sujet. Et puis, le fait de sortir d'Eau17 et de maîtriser encore une fois notre politique nous permet d'être plus actifs et plus ambitieux sur notre territoire. Gestion de la ressource encore, la mutualisation des moyens, je l'ai évoqué tout à l'heure, quoi qu'il arrive, les tuyaux, les canalisations se croisent, sans se croisent, nous avons besoin mutuellement les uns des autres, Eau17 et agglomération. Donc quoi qu'il arrive, nous resterons mariés à Eau17 sur ce sujet. Il est impossible de déconnecter les réseaux, même si on peut mettre en place des compteurs pour savoir ce qu'on achète comme eau à droite à gauche, il est hors de question de déconnecter les deux réseaux et de privilégier un réseau plutôt que l'autre. Voilà, c'est important à l'avoir en tête. Eau17 a besoin de l'agglomération quand il alimente l'île de Ré, par exemple, s'il y avait un souci. Nous avons besoin d'Eau17 à certains moments de l'année, mais c'est aussi sur une certaine partie de notre territoire, nous achetons de l'eau à Eau17. Dernier enjeu, je crois, le personnel, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est lié bien sûr à la façon dont on va distribuer l'eau sur l'agglomération. Si la RES prenait la main sur la distribution de l'eau sur l'ensemble de la communauté d'agglomération de La Rochelle, sur le territoire,
il y aurait possibilité de transfert des agents de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui aujourd'hui s'occupent de l'eau, les transférer avec conservation de leur statut au syndicat O17, qui les mettrait ensuite, c'est un jeu un peu juridique, qui les mettrait ensuite à disposition de l'ARES pour qu'ils continuent à exercer, pour le compte de l'ARES, sur le territoire de l'agglomération. Donc nous aurions une régie publique généralisée avec les agents de La Rochelle qui pourraient avoir le choix d'aller à l'ARES et de continuer. On a rencontré le personnel du service de l'eau, très clairement aussi, il y a des éléments humains qu'il faut prendre en compte. C'est un personnel qui vient déjà de connaître un changement, puisqu'il était ville de La Rochelle municipal en 2018-2019 et qu'il est passé communautaire depuis 2020. Donc on sait pertinemment que le changement, un deuxième changement en l'espace de 2 ans est quelque chose de compliqué à intégrer. Même chose dans le scénario 2, c'est-à-dire que si l'agglo sortait de O17, encore une fois, 2 scénarios possibles dans le cadre de cette sortie. On conserve la régie communautaire et ses agents qui gardent leur statut, mais de choix, on intègre les agents de l'ARES aujourd'hui dans une régie nouvelle ou à côté des agents de l'agglomération, ou alors l'ARES continue à exercer avec son statut, avec ses agents. Ils connaissent leur territoire, ils connaissent leur réseau, donc on conserve ces agents pour travailler avec eux, mais dans les 2 cas de figure, on a une régie publique maintenue sur le territoire. Comme vous l'avez compris, la solution miraculeuse et unique n'existe pas. Si effectivement notre agglomération souhaite décider seule de sa politique de l'eau, depuis son infiltration à sa protection, à sa production, en passant par la distribution au robinet et jusqu'à son évacuation dans les stations d'épuration, si effectivement notre agglomération souhaite pratiquer une tarification maîtrisée, unique et solidaire sur son territoire, nous devons sortir du syndicat départemental d'O17. Pour autant, notre agglomération doit impérativement poursuivre son travail partenarial avec O17 pour le bien de l'ensemble des abonnés du département et de notre agglomération. Pour autant, urbains, ruraux, j'entends beaucoup ces sujets en ce moment, on oppose les uns aux autres, urbains, ruraux, de la campagne ou de la ville, malgré nos différences, élus de l'agglomération de La Rochelle et élus d'O17, nous avons tous le devoir et la responsabilité mutuelle de poursuivre nos collaborations indispensables au service des abonnés et au service de l'eau. C'est ce qui vous est proposé ce soir. Si l'agglomération de La Rochelle, au regard de son histoire et de ses objectifs et de ses spécificités urbaines, souhaite ce soir se retirer d'O17, l'agglomération de La Rochelle propose en parallèle un partenariat renforcé avec O17, garantissant une indispensable solidarité départementale, cette indispensable coopération et cette indispensable mutualisation de moyens et de ressources. Des conventions seront rédigées en ce sens et acteront financièrement l'engagement annuel de la CDA à participer à la solidarité départementale à hauteur de 1,5 million d'euros, en retour de l'engagement d'O17 à accompagner les besoins en eau des abonnés de notre agglomération, notamment pour une continuité du service de l'eau en cas de pénurie. Mes chers collègues, le choix vous appartient maintenant, mais pas vraiment. En fait, ce soir, vous allez pouvoir délibérer, mais donner votre avis. Je dis bien donner votre avis, puisque le choix final n'appartient ni au conseil communautaire, ni à O17. Vous le voyez sur le calendrier qui vous est proposé. Ce soir, nous sommes dans le conseil communautaire. Après le débat, nous allons voter. Et nous allons, au terme de cette délibération, si la délibération proposait une sortie de O17, nous allons solliciter le préfet pour qu'il réunisse une commission départementale de coopération intercommunale. Cette commission composée d'élus de l'ensemble du département, réunissant des maires de différentes strates, des présidents d'agglomération, va donner un avis sur la sortie d'O17. Le préfet va ensuite prendre en considération l'avis simple de la CDCI, va prendre en considération la délibération et la proposition de La Rochelle pour décider avant le 31 décembre. C'est lui qui, au regard de l'avis simple de la CDCI, au regard de la délibération de la conseil communautaire, va décider de signer soit un arrêté autorisant la sortie de La Rochelle d'O17, soit de maintenir La Rochelle dans O17. Ce soir n'est donc une étape administrative, législative et politique indispensable.
Demain, nous aurons la responsabilité de mettre en application les décisions et je peux vous assurer que le travail, quoi qu'il arrive, il ne fait que commencer. Service, élus, collectifs, citoyens, nous aurons tous à nous rassembler pour avancer ensemble et gérer collectivement notre bien commun. Merci à tous de votre attention et maintenant, place au débat. Merci, cher Guillaume. Avant d'engager le débat, je voulais vraiment saluer le travail. En quelques minutes, vous avez pu voir la densité du travail réalisé. Toutes les pistes, et vous l'avez dit, ont été examinées sans a priori, mais véritablement en regardant qu'est-ce qui est le meilleur pour notre territoire. Et je voulais vraiment, au nom de tous les collègues, saluer votre travail, Guillaume. Vous l'avez fait en particulier avec Antoine, mais vous l'avez fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, on a pu le voir à l'instant, mais surtout, je dirais, un esprit public chevillé au corps. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant d'engager ce débat. Moi, je peux vous dire qu'une chose, je suis fier de l'ensemble du travail fait dans notre agglomération, et ce soir, je le suis encore plus. Voilà, chers collègues, la parole est ouverte, toutes les interventions sont bien sûr possibles. Nous sommes là en conseil communautaire, on doit toujours s'exprimer à l'échelle de notre agglomération, et ceux qui souhaitent s'exprimer appuient sur le petit bouton de la main pour faire les expressions qu'ils souhaitent. Marie Gonière, Stéphane Villain, Océane Marielle, Jean-Luc Calvier et Lynn Méhoff demandent la parole. D'accord. Alors, je vais donner priorité aux femmes. Marie, vous êtes dans les premières à avoir demandé la parole. Tony Loisel également, je vois. Alors, c'est parce qu'il s'en va, peut-être. Ah oui, il s'en va. Ouais. Ok. Tony, on a bien vu votre message. Vous avez transmis votre pouvoir. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Alors, on redonne le nom, s'il vous plaît, que je les note. Stéphane Villain, Stéphane Marielle, Jean-Luc Calvier, Lynn Méhoff et Olivier Gauvin. Marie Gonière, Stéphane Villain, Océane. D'accord. Marie, c'est vous qui êtes intervenue la première. Je vous passe la parole. Après, ce sera Stéphane. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Vous l'aurez compris, dans ce débat, j'ai été interpellée sur la question de la participation citoyenne. J'ai été interpellée à juste titre. Vous avez vu passer des demandes, notamment de création d'assemblées citoyennes sur le sujet, des assemblées citoyennes qui seraient composées d'élus et d'usagers. J'ai vu également des demandes qui avaient été formulées en matière de conventions citoyennes sur l'eau, qui seraient, elles, des instances composées de citoyens tirés au sort. Donc, vous vous en doutez, je ne suis pas contre la création d'une instance citoyenne sur le sujet. Néanmoins, j'aimerais qu'on puisse envisager différentes pistes de réflexion qui auraient des finalités différentes et des échéances différentes. Alors, Guillaume Craval l'a évoqué tout à l'heure, il y a une première piste de réflexion à envisager sur cette question, et c'est celle qui a été soulevée, provient de la méconnaissance du sujet de la part des citoyens. D'où l'action de conscientisation et de sensibilisation pour laquelle effectivement je pourrais intervenir à travers le service d'unité, l'unité d'accompagnement aux transitions avec laquelle je travaille. Mais c'est effectivement une des premières pistes de réflexion, c'est cette sensibilisation. La deuxième piste de réflexion, elle répond à un autre argumentaire qui a été soulevé dans le débat, celle de l'opacité sur la question de l'eau. Donc l'information qui doit être fournie aux usagers, bien sûr, doit être accessible, compréhensible, pédagogique, mais elle doit être totale. Et ça, effectivement, ça ressort des différents échanges et débats que nous avons pu avoir ces dernières semaines. Le troisième point qui est soulevé, c'est donc la volonté pour les usagers de pouvoir participer à la question de l'eau. Alors, l'instance citoyenne, oui, pourquoi pas, oui, piste de réflexion, mais je vais faire un parallèle là avec la création du comité citoyen qui est envisagé et engagé dans le cadre du projet LRTZC. Au-delà des pures questions d'organisation technique, il faut considérer que l'installation d'une instance citoyenne, et notamment sur ce sujet, doit se faire dans un temps assez long. Assez long est nécessaire pour la composition de cette instance. Ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, en fonction des missions qui seront confiées à cette instance citoyenne, la première question à se poser est celle de la représentativité des usagers.
En fonction des modes choisis pour sélectionner des citoyens, la représentativité sera différente. On parle de tirage au sort, est-ce qu'on parle de volontaire, est-ce qu'on parle de tirage au sort au sein de volontaires? Et dépend de cette question, une autre question, c'est la question de l'appropriation du sujet par les citoyens, et notamment si les citoyens sont totalement profanes sur cette question. Donc avant d'avoir un avis, comme cela est évoqué par certains, sur la gouvernance, sur la tarification, sur un plan à élaborer en matière de préservation des ressources, une acculturation à avoir par les citoyens sur le sujet. La troisième chose, c'est faire une instance, oui, mais quelle valeur accorder aux propositions qui seraient formulées par cette instance? Soit une instance qui intervient en amont des prises de décision. Est-ce qu'on peut pousser le raisonnement à l'extrême et envisager que les propositions soient en validation des propositions communautaires, si c'est vraiment une instance représentative des usagers? On fait un parallèle bien souvent avec la Convention nationale sur le climat, donc quels arbitrages à avoir, quelle transparence dans les prises de décision. Bref, vous l'avez compris, une vraie réflexion à engager et donc avoir conscience que la création d'une instance citoyenne amènerait à une démarche sur une échéance assez longue sur la question, si on souhaite lui donner une certaine efficience. Il y a une dernière piste de réflexion, et je m'égare peut-être, mais je pense que c'est peut-être celle à court terme qu'il faudrait envisager, eh bien, c'est s'appuyer sur une instance réglementaire qui existe déjà et que nous avons renouvelée le 3 septembre dernier, qui est la Commission consultative des services publics locaux. Puisque c'est une instance qui est composée à la fois d'élus et de citoyens. Alors certes, ces citoyens sont ciblés, puisqu'ils sont les représentants d'associations locales. À ce jour, les associations qui sont dans cette instance sont les associations, vous le savez, Que Choisir, UDAF, Famille Rurale, et la Fédération nationale des usagers du transport. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, et là plutôt à court terme, de travailler sur la composition, élargir éventuellement à d'autres associations cette instance, ne pas éviter à s'accompagner d'experts pour travailler sur ces thématiques et qui sont véritablement complexes. Et on le sait, hein, l'une des missions de cette commission, c'est de formuler justement des propositions pour l'amélioration des services publics. On peut envisager en plus que ces avis, qui sont bien évidemment communiqués à l'Assemblée délibérante, puissent faire l'objet d'une meilleure visibilité, qu'il y ait une meilleure communication sur les rapports formulés par cette instance. Et dans cette perspective, eh bien, l'usager qui souhaiterait avoir accès à l'information la plus sincère pourrait s'en emparer plus facilement. Donc voilà les différentes pistes de réflexion en matière de participation citoyenne que je vous propose dans les très grandes lignes ce soir. Il y en a certainement d'autres à envisager. Je vous propose donc de travailler en collaboration avec Guillaume Krabal sur ce sujet notamment, et puis évidemment d'être assisté par les services qui nous accompagnent pour revenir vers vous avec des propositions plus concrètes sur le sujet. Je vous remercie. Marie, Guillaume, un petit commentaire par rapport à cette intervention? En fait, c'est exactement la fin de mon propos, c'est que le travail il commence aujourd'hui, hein, c'est qu'on a tout à faire à la fois en termes de gestion, en termes de tarifs, mais en termes de transparence et puis d'avancée citoyenne. Et les propositions que tu fais, Marie, vont dans le sens avec des propositions qui peuvent être mises en place rapidement et puis d'autres à plus long terme. Mais moi, je serais donc ravi de pouvoir avancer sur ce sujet et avec les services de l'agglomération. Merci beaucoup, Stéphane. Pardon, merci beaucoup, oui, Guillaume. tout d'abord, et je donne la parole à Stéphane. Excusez-moi. Voilà, tout d'abord, féliciter, Monsieur le Président, le travail de Guillaume, qui a dû être effectivement un travail très, très complexe. Et alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai effectivement un choix draconien à faire entre un réseau départemental et celui maintenant de l'agglomération. Sachant que ça ne va pas varier beaucoup, en fait, les tarifs de Châtillon, parce qu'on a vu que ça serait une faible hausse avec O17 et une légère diminution avec la CDA. Par ailleurs, moi, si vous voulez, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir la réponse à 3 questions. La première, c'est la qualité du service. Aujourd'hui, on a un taux de rendement en fait de 94% sur une petite commune, à savoir si effectivement il va être maintenu, et donc ça doit être une priorité. La ressource, alors on a parlé tout à l'heure effectivement de la ressource, est-ce qu'elle sera assurée toute l'année? On sait bien qu'il y a des touristes, hein, je pense que d'ailleurs ça serait intéressant qu'avec Marie et puis Guillaume, on informe aussi de l'importance de l'eau pour ceux qui viennent nous visiter, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre débat. Et puis surtout les coûts, les tarifs.
Et dans le cas où effectivement un jour on souhaite, c'est la question que je me pose, de savoir si c'est possible de revenir vers O17, quelles seraient les conditions? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on sort, ce que je comprendrais assez bien, est-ce que si on a capacité à revenir et de toute façon à avoir ce partenariat effectivement indispensable avec eux, ça je l'ai bien compris, et cette solidarité départementale importante, est-ce que on serait dans des tarifs qui seraient les mêmes que l'ensemble du département, ou est-ce qu'il y a déjà est-ce que ça a été abordé avec nos amis d'O17 ou pas? Voilà la question. Je réponds ou tu réponds, Guillaume? Je vais en faire une partie. D'accord. Sur la possibilité de revenir à O17, c'est tout à fait possible et envisageable. Dans ce sens-là, tout est possible. Dans le sens de sortie, on a jusqu'au 31 décembre pour se prononcer. C'est-à-dire que si effectivement nous souhaitions revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans, pour X raisons, nous pourrions le faire. Et les questions de tarifs seraient posées à ce moment-là, comme elles se sont posées aujourd'hui. Il y aurait une négociation avec O17, mais les tarifs seraient ceux qui sont déjà proposés aujourd'hui. Sur la question de la ressource et de l'été, c'est des choses effectivement qui sont importantes à nos yeux. Je l'ai rappelé dans mon propos. La convention qu'on signe avec O17, elle acterait, c'est-à-dire ces échanges. Il y a une solidarité départementale que la communauté d'agglomération acte de façon financière. Mais parallèlement à ça, O17 s'engage à poursuivre ce qu'on fait déjà aujourd'hui, des échanges d'eau, des achats d'eau, de l'aide quand on a besoin d'être aidé mutuellement, ce qui arrive régulièrement, parce qu'on ne le sait pas, il y a toujours de l'eau. Donc, mais quand il y a une conduite qui casse, O17 met de l'eau, et quand il y a une autre conduite qui casse chez eux, c'est La Rochelle qui met de l'eau. Donc, la solidarité départementale s'exprime aussi par des conventions de partenariat avec La Rochelle qui garantissent ces mutualisations et ces moyens. Dernière chose sur la qualité de service, la qualité de service de l'agglomération de La Rochelle est aussi bonne que celle d'O17. Donc il n'y a pas de comparaison à avoir, on a 2 acteurs de l'eau qui sont très compétents sur chacun leur domaine. Et il s'agit soit d'étendre d'un côté O17, soit d'étendre l'agglomération de La Rochelle. Mais la qualité de service, elle ne serait pas perdante. Et encore une fois, on souhaiterait, notamment sur la distribution, continuer à travailler avec ceux qui connaissent déjà le réseau. Voilà, ils le connaissent, ils l'entretiennent, ils distribuent, et donc ce seraient les mêmes. La seule chose qui changerait, c'est que c'est nous qui passerions commande à ces gens-là. C'est nous qui fixerions les tarifs. Voilà, c'est quand même la grande différence. Bah écoute, tu as parfaitement répondu, mais je ne peux pas rajouter quoi que ce soit. Il y a revenir effectivement, c'est un voyage possible quand on veut, puisqu'on peut toujours adhérer à un syndicat. En sortir, c'est très complexe et la fenêtre de tir n'est que jusqu'à la fin de l'année. Sur la ressource, ce qui est très important, c'est qu'il y a dans la vie d'un territoire comme le nôtre toujours des aléas. Il y a quelques mois, c'était une rupture de canalisation. Elle peut être chez O17, elle peut être chez nous. Et là, on a besoin des copains. Mais ça peut être aussi une pollution. Pollution de nappe, pollution, un camion qui se renverse à côté d'un point de ressource. Là encore, on a besoin de croiser nos capacités. Quant à la qualité de service, j'aurais tendance à dire que nos instances qui sont au cœur de l'agglomération sont très proches et surtout, on pourrait avoir un service complet au assainissement. C'est-à-dire quand on reçoit sa facture, si on a à demander quelque chose, eh bien, il n'y a qu'un seul opérateur situé au milieu de l'agglomération qui peut répondre à la question. Et l'idée de la maison de l'eau, ça va dans le sens aussi de la pédagogie, de bien faire comprendre à notre territoire sur des sujets complexes ce que l'on peut faire. Voilà ce que je peux apporter en complément de réponse, mais qui a déjà été très complet. Océane Marielle, vous avez demandé la parole. Oui, merci de me la laisser. Bonjour à tous. Alors moi, je voulais déjà vous dire que franchement, nous les écologistes, on se félicite vraiment de ce conseil communautaire extraordinaire et de la délibération qui est proposée. Franchement, ce soir, nous, on boude pas notre plaisir. Donc, je tenais quand même à vous le dire. C'est une solution, enfin, pourquoi est-ce qu'on boude pas notre plaisir? C'est une solution que les écologistes portent depuis longtemps. Alors, depuis le début de la mandature, avec Jean-Marc notamment, mais depuis avant, et M. Krabel l'a souligné tout à l'heure, depuis 2016, c'est la solution qui vous est présentée aujourd'hui, c'est celle que défendait Éric Perrin, ancien conseiller communautaire délégué à l'eau, et donc nous, ce soir, on est très heureux qu'elle soit mise aux voix de ce conseil communautaire.
Voilà, donc c'est vraiment un premier point sur lequel nous tenions à insister. La solution qui est proposée ce soir, c'est vraiment une bonne solution. Elle nous permet pleinement d'assumer la compétence eau potable et elle permet d'être solidaire avec le département. C'est vraiment le compromis, le bon compromis à trouver. Et on tient à féliciter chaleureusement les services de la CDA pour le travail de qualité qui a été réalisé en si peu de temps. Hein. Monsieur le vice-président Krabal l'a rappelé dans son propos liminaire. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a cette alternative à l'adhésion programmée du syndicat départemental. Donc voilà, et donc là, en premier propos, en tout cas pour une première intervention, je tenais vraiment à souligner que c'est une bonne solution et qu'on appelle nous très largement, vous, chers collègues, à la voter. Voilà, je vous remercie. Merci Océane. Vous dites en première intervention. Je pense que votre intervention est parfaite. Il n'y a pas besoin de l'exprimer plus. Il y aura peut-être des questions auxquelles on souhaitera répondre, c'est tout. Évidemment. Jean-Luc Alguet. Oui, bonsoir à tous. Le travail qu'a fait Guillaume voilà, est assez détaillé. Moi, j'ai insisté lourdement et Stéphane a posé les bonnes questions. C'est surtout avoir ces garanties, vous les avez données, j'espère, sur la ressource anneau, la qualité et aussi les capacités d'avoir cette prospection de ressources et qualité. Et vous avez répondu aussi sur la garantie de la qualité de service qui est très important pour les contribuables. Par contre, moi, je voulais, pour la suite, d'avoir aussi des garanties, c'est-à-dire vous allez passer une convention avec la CDA et O17. Tout le monde se réjouit de ce partenariat. Mais j'aimerais bien avoir pour la suite quand même le détail de cette convention, qu'on puisse l'avoir, j'espère, normalement on devrait l'avoir, de ce détail, parce qu'on nous dit qu'on va travailler avec O17 en bonne entente et tout, et il faudra, et je compte sur vous, que ça se réalise, cette bonne entente, c'est-à-dire la solidarité avec O17, soit, mais que ce soit dans les deux sens et qu'il n'y ait pas d'embûche dans cette solidarité et qu'on ne se retrouve pas quand même avec des ressources en eau au moindre dans les périodes estivales et de sécheresse combinées. C'est-à-dire, voilà, et je compte sur vous pour que cette garantie d'approvisionnement soit garantie autant O17 de la solidarité que de la communauté de garantie avec cette nouvelle de régie. Et au nom de la commune de Loumont, je voulais m'exprimer au nom de la commune de Loumont. On a eu un grand débat à ce sujet la semaine dernière avec mes élus. Et on a échangé en fonction des éléments qu'on pouvait avoir et on s'est prononcé pour justement, suivant les garanties que vous donnez sur la qualité, sur la ressource en eau et on espère pour la suite, on s'est prononcé justement pour aller dans ce sens d'avoir une régie autonome et sortir de O17. Voilà, je voulais le dire au nom des élus de la commune de Loumont. Merci beaucoup Jean-Luc de votre propos. Je veux simplement dire ici que les délibérations, les conventions, tout ça sera soumis à votre approbation. Donc, il n'est pas question que Guillaume, malgré sa sagesse et sa compétence, les fasse tout seul. On va rentrer dans un processus qui prendra plusieurs mois, qui va être de bien traiter le personnel, si le préfet va dans notre sens, bien sûr, qui va être ensuite de faire des délibérations croisées. Tout ne va pas se faire en quelques jours après, hein. Il y aura un certain temps, plusieurs semaines, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, où on va mettre au point tous ces échanges qui vont nous engager pour longtemps. Merci beaucoup Jean-Luc. J'avais David Baudon, Lynn Méhode, Jean-Marc Soubest et Monsieur Gauvin. Il y en a d'autres demandes aussi? D'accord. Alors David, si tu en es d'accord? Oui, bonjour Monsieur le Président. Oui, j'aimerais m'associer aux félicitations vis-à-vis du travail entrepris. Néanmoins, je me permets quand même de dire un certain nombre de choses. Je pense que l'échelle de l'agglo n'est pas forcément pertinente pour être à la recherche de nouvelles ressources. Je pense quand même que l'échelle départementale aurait permis d'être en situation de pouvoir donner les moyens à nos habitants de répondre aux enjeux.
Maintenant, bien entendu, j'entends mes collègues. Si la dynamique va dans ce sens-là, allons-y. Ceci étant, je pense que les choses ne sont pas si simples que ça. Sans doute nous n'avons pas les mêmes informations, mais le fait que Odysseus conserverait un enthousiasme à rester prestataire de l'agglomération de La Rochelle, j'en doute, parce qu'ils ont été beaucoup investis ces dernières années et ils ont beaucoup travaillé au fait de pouvoir être un opérateur unique à l'échelle du département. Quant aux tarifs, je crois qu'il faut aussi renseigner la population, c'est que on est face à des enjeux de quantité, mais on est aussi face, et surtout, je crois, à des soucis de qualité. Et à ce titre-là, je pense qu'aujourd'hui, on est devant une situation qui est extrêmement délicate à gérer. La quantité est une donnée importante, centrale, primordiale. Les enjeux climatiques sont à mettre au premier plan. Mais permettez-moi quand même de verser au débat un avis qui est sans doute contradictoire avec les avis précédents. Moi, je reste sceptique sur la capacité de l'agglo à obtenir les moyens de pouvoir seul travailler sur la ressource et je pense que l'échelle départementale reste la bonne échelle pour répondre aux enjeux. Voilà. Sinon, sur le reste, évidemment, c'est un travail extrêmement complexe qui a été mené. Il ne faudrait pas que le prix soit vu comme le petit bout de la lorgnette, parce que certains enjeux, et je tiens à insister sur l'enjeu qualitatif, nous dépassent assez. Et maintenant, pour ce qui concerne la création d'une maison de l'eau, je trouve que c'est une excellente initiative que je tiens à saluer, car il est important, si on veut que l'usager soit respectueux dans ses usages, c'est qu'il appréhende au quotidien la portée de ses gestes. Et je pense que cet outil mis au service d'une pédagogie au plus près des habitants me paraît une excellente initiative que je tiens à saluer, que j'accompagnerai modestement, mais dans le cadre de ma délégation d'assainissement, car effectivement, aujourd'hui, on est concentré à réfléchir sur l'avenir de l'eau propre. Inutile de vous dire que la question de l'eau sale se posera, et ce, à court et moyen terme, mais ça sera un autre débat, ça sera d'autres échanges, et je ne manquerai pas de m'en faire l'écho. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Heureusement, David, que tu peux prendre la parole. Il ne manquerait plus que ça, que nos collègues ne puissent pas la prendre. Merci. Sur la partie qualitative, simplement un petit mot. La partie la plus qualitative de l'eau se trouve dans cette grande nappe qui se trouve sous les communes de Vérines, enfin de tous les territoires que tu connais fort bien. Et c'est là qu'on a probablement la réserve la plus intéressante. Ceci dit, il ne faudra pas non plus la surpomper, parce qu'il faudra qu'elle dure, et cette gestion de cette nappe sera un des grands enjeux. Mais c'est là qu'on a l'eau la plus belle aujourd'hui, puisque ce qu'on prend en Charente, que ce soit nous ou Odysseus, l'usine de Saint-Hippolyte d'un côté, ou l'usine de Coulonges de l'autre côté, sont des eaux compliquées à nettoyer, parce que ce sont des eaux de surface, comme chacun le sait, avec en plus l'été, par l'assèchement du fleuve Charente, un bouchon vaseux qui remonte. Enfin, vous connaissez tous ces sujets par cœur. Lynn Méode, vous avez demandé la parole. Oui. Oui, c'est bon. Collègue? Non? Ça fonctionne? C'est bon? Ça marche très bien, Lynn. Bon, très bien. Oui, je voudrais seulement vous faire part d'une remarque. La nouvelle élue que je suis regrette de ne pas avoir eu assez de temps pour appréhender sereinement cet épineux dossier dont les enjeux sont indéniables.
Alors, je conçois que la situation sanitaire dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs mois a permis, à mon sens, d'organiser suffisamment de réunions sur le sujet, réunions qui auraient pu aussi et qui auraient permis peut-être de soulever d'autres problématiques. Alors moi, j'ai l'impression qu'il nous manque quelques données. Je suis d'avis de tous que le travail qui a été fourni par les services et par mon voisin Guillaume Krabal est un travail vraiment conséquent et de qualité. Mais j'ai l'impression quand même qu'il nous manque quelques données sur le coût réel de la maintenance, sur la qualité de service, mais on l'a déjà évoqué, sur la garantie d'approvisionnement aussi, sur l'engagement financier, la garantie de transparence sur la destination des 1,5 million que nous allons octroyer au syndicat O17 dans le cadre de la solidarité départementale, et puis surtout sur la garantie sur la garantie et la préservation de la ressource qui me semble être l'enjeu majeur. Voilà. Sur la ressource, je laisserai Guillaume s'exprimer. Ce qui est complexe dans ce dossier, c'est que les élus auparavant, dont j'étais, n'ont pas voulu traiter ce dossier en fin de mandat. Il fallait la légitimité de l'élection municipale pour que les collègues puissent trancher sur ce débat sereinement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans les dernières semaines, voire les derniers mois d'un mandat. Et on avait presque tous à l'esprit des élections municipales en mars, des mises en place d'agglomérations en avril et une réflexion approfondie sur ce sujet pour l'été. Le Covid en a voulu différemment. Je vous rappelle le calendrier. Nous avons installé notre agglomération en juillet et que O17, qui est aussi une émanation des communes, lui s'est installé fin septembre. Donc ce calendrier s'impose à nous. J'ai écrit à Madame la ministre concernée pour demander un report. Je n'ai pas encore eu de réponse, mais je ne me fais pas d'illusions, il n'y aura pas de report maintenant. Donc ce calendrier contraint, il a eu un inconvénient, bien sûr, de ne pas répondre à toutes les questions telles que tu viens d'évoquer. Ceci dit, je pense qu'on a quand même eu tous les échanges qu'on voulait en détail avec des gens compétents, que ce soit dans nos propres services. Et moi, je le redis, O17, dans cet échange, a pleinement joué le jeu en travaillant avec nous. La seule chose, c'est que ce calendrier nous est imposé. Sur la ressource, je dirais qu'on est plutôt bien placé, mais je vais laisser Guillaume évoquer ce point-là. Oui, juste pour compléter sur le calendrier, comme vous l'avez vu, on a encore des éléments qui arrivent. Donc, il était difficile de tout rassembler il y a un mois pour pouvoir vous proposer quelque chose de concret et de stable, puisque les éléments sont encore instables jusqu'à la semaine dernière. Donc, on a travaillé avec le bureau communautaire à plusieurs reprises. On l'a réuni 3 fois sur le sujet. On a évoqué le dossier de l'eau sur ce sujet. Mais je suis comme toi, Lynn, hélas. On était contraint par cette date fatidique du 31 décembre. Il fallait de toute façon qu'on ait des propositions. Donc, au lieu d'éluder la question et de ne pas y répondre sans avoir des éléments, on a préféré creuser le plus possible, d'avoir tous les éléments pour pouvoir trancher. Et c'est ce qu'on fait ce soir, avec les éléments qu'on vous a transmis. Sur la question de la ressource, je l'ai indiqué tout à l'heure, le fait de pouvoir maîtriser le cycle de l'eau de A à Z nous permet déjà, d'une part, d'être maître de la qualité des captages, en tout cas de la préservation des captages sur notre territoire, mais nous permet aussi d'anticiper l'avenir, d'imaginer ensemble des solutions nouvelles et innovantes, ambitieuses en termes de préservation de la ressource, mais en termes aussi de changement de pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été rappelé, il y a une usine qui est à Coulonges, qui produit de l'eau, qui va chercher de l'eau dans la Charente, qui n'est pas une eau de grande qualité, qu'il faut donc déjà dépolluer. Donc la dépollution coûte cher, et ensuite qu'il faut acheminer jusqu'à La Rochelle. Et là, il y a aussi un coût énergétique fort. Donc à terme, et ça c'est la position de La Rochelle qu'on pourrait prendre, et qu'on ne pourrait pas prendre si on était uniquement au sein d'O17, c'est de voir quels pourraient être les autres modes de production d'eau plus valeureux sur place. On nous indique qu'il y a effectivement des nappes sous l'ONIS. Il faut faire des études sérieuses,
aller voir si on peut les utiliser davantage. Et puis, il faut imaginer des solutions pérennes et peut-être encore davantage plus ambitieuses. David Baudon a rappelé tout à l'heure le lien avec l'assainissement. Aujourd'hui, on a des stations d'épuration qui rejettent une eau plus propre que celle de la Charente à la mer. Et ben, il faudra se poser la question, savoir si on ne doit pas et si on ne peut pas réutiliser cette eau, peut-être pas pour la boire demain, mais en tout cas pour laver sa voiture, pour arroser les jardins. Et donc ça, c'est la préservation de la ressource et c'est quelque chose qu'on maîtrise si on maîtrise le cycle de l'eau. Donc, effectivement, et puis dernière chose sur la ressource, il ne s'agit pas encore une fois de divorcer complètement d'Eau17 à la USARD en disant on veut être tout seul, on ne veut plus avoir d'échange avec vous. Le programme de préservation de la ressource, il passe, quoi qu'il arrive, par des partenariats qui existent déjà sur les programmes ressources, sur notre territoire, mais aussi sur le territoire d'Eau17, sur la Charente, et on les poursuivra et on les accompagnera avec Eau17. Merci beaucoup Guillaume, merci Lynn. J'ai Jean-Marc Soubest, Monsieur Gauvin et également Sylvie Guérigazo qui ont demandé la parole. Jean-Marc, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je voulais m'associer d'abord à tous les intervenants précédents qui d'abord vous ont remercié pour l'organisation de ce débat, de cette séance exceptionnelle. Remercier Guillaume Krabal pour sa présentation très très complète et très très intéressante. Et puis voilà, faire deux trois remarques. D'abord pour un petit point historique, on n'est pas là pour polémiquer, mais il faut quand même rappeler à mes collègues nouvellement élus que le premier COPIL qui s'est emparé de cette question du transfert de la compétence, il est élu en 2016. Malheureusement, effectivement, il n'y en a pas eu d'autres. Voilà, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'est vraiment un regret qu'on peut avoir, qu'on arrive aujourd'hui à une situation où, on le constate tous aujourd'hui, on a des interrogations, on n'a pas tous les éléments de réponse, on a des questionnements qui sont à la fois sur le plan de l'approvisionnement, sur le plan des relations avec le syndicat Eau17, sur notre capacité à fournir une eau à un tarif qui soit aussi unique et aussi bas possible pour les usagers. Mais je voulais plus réagir à ce qui a été dit sur la qualité de la ressource et ce qui fait vraiment le coût de l'eau. Il ne faut jamais oublier quand même et c'est pour ça que je pense que l'eau est une question quand même éminemment politique et que c'est important de garder aujourd'hui la souveraineté sur les politiques de gestion de l'eau. C'est qu'aujourd'hui, on paye une eau chère, c'est sûr. Mais une eau chère, pourquoi? L'essentiel du coût aujourd'hui, c'est de la dépollution, donc de l'eau de la Charente. Bien sûr, il y a le coût énergétique de l'acheminement, mais c'est de la dépollution de l'eau de la Charente. Et puis, c'est une eau aussi qui coûte cher parce que là où on va la puiser, c'est surtout vrai d'ailleurs pour Eau17 dans le sud du département, on constate que les captages des nappes sont de plus en plus pollués et que le travail de dépollution est important. L'interrogation qu'on doit avoir, c'est véritablement sur la nature de ces pollutions. Et réduire le coût de l'eau, sécuriser les approvisionnements, c'est d'abord mener des politiques qui vont nous permettre de sécuriser des captages. Et on voit bien que les programmes ressources sont insuffisants. Vous nous ferez, je pense, une prochaine fois le bilan de ces programmes ressources. Éric Perrin les a menés pendant toute une mandature et il pourra vous dire, mais vous le savez, que finalement, les résultats sont décevants sur ce qu'ils peuvent produire sur la qualité de l'eau. Et donc, on a besoin de faire un grand pas, un vrai pas de géant sur la question agricole, sur la question notamment de l'agriculture chimique, et qu'on n'arrivera pas à sortir une eau de qualité et une eau suffisante avec l'enjeu du réchauffement climatique si on ne change pas profondément les pratiques agricoles sur notre territoire. Et je ne parle pas seulement du territoire de l'agglomération, je salue bien sûr le PAT, et il faudra qu'il avance résolument, mais aussi sur l'ensemble du département. Et au jour d'aujourd'hui, à l'échelle du département, les politiques ne sont pas suffisantes, ne sont pas suffisamment volontaristes pour qu'on ait véritablement confiance dans une solution départementale pour gérer durablement cette question de l'eau.
D'où l'importance aujourd'hui d'avoir le débat et de garder la possibilité d'avoir ce débat et cette souveraineté de l'eau sur notre territoire. Et voilà, on a des interrogations, on a des questionnements et on a des divergences voilà, sur les chiffres que vous donnez. Nos analyses ne nous donnent pas tout à fait la même chose que celles que vous nous donnez. Donc il faut en discuter, il faut mettre tout sur la table, notamment sur les factures aussi, des coûts d'entretien et d'investissement sur les réseaux urbains, réseaux ruraux. Quand on fait la comparaison avec d'autres régions, d'autres départements, on n'a pas tout à fait les mêmes facturations que celles qui apparaissent notamment chez Au17. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il y a plein d'éléments comme ça à poser sur la table. La sortie d'Au17 la sortie donc des 26 communes d'Au17 va nous permettre de poser sereinement ce débat. Et en fait, la question qu'a posée Marie Ligonière et Guillaume Krabal, qu'ont posé Marie Ligonière et Guillaume Krabal, c'est la question de comment on fait et quelles instances finalement vont nous permettre à la fois que les citoyens s'emparent du sujet et puis que nous, en tant qu'élus, on puisse à un moment donné, parce qu'il y aura des délibérations, vous l'avez dit, voter sereinement sur ce qui va engager finalement la communauté d'agglomération sur des années. Et c'est vrai nous, on a proposé, on est partisans d'une assemblée citoyenne qui puisse se saisir de la question, avec bien sûr une information qui soit multipartite sur les différents sujets qui concernent la gestion de l'eau, pour pouvoir faire des propositions au conseil communautaire. Mais j'entends la proposition de Marie Ligonière d'élargir l'instance existante. Et voilà, il faut discuter. On va avoir le temps quand même de discuter après la décision du préfet, qui ira dans le bon sens, je l'espère. Mais en tout cas, je voulais encore une fois vous remercier de ce débat et puis de ce choix fort de sortir du syndicat Au17, tout en maintenant, et je pense que c'est essentiel, les coopérations, parce que les solidarités sont nécessaires. Elles sont nécessaires entre urbains et ruraux, elles sont nécessaires entre le nord et le sud du département, mais elles seront aussi nécessaires à l'échelle plus vaste d'un territoire qui dépasse les frontières de notre département. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, j'ai une demande d'intervention de M. Gauvin et ensuite de Sylvie Guirigazo. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l'eau est indispensable à la vie, elle est indispensable à la dignité humaine. Son accès inconditionnel doit être un droit. Une vérité qu'il est utile de rappeler et qu'il nous faut garder à l'esprit. Vérité que Michel Crépeau avait également ancrée dans sa politique pour notre cité, avec sa formule bien connue: il y a deux choses qui doivent rester publiques, la flotte et les morts. Notre groupe Le Renouveau refuse qu'une logique marchande soit appliquée à la gestion de cette ressource. La délibération qui nous est soumise aujourd'hui est capitale pour l'avenir de l'ensemble des habitants de notre agglomération. Capitale car elle permettra de garantir l'accès à cette ressource par une gestion publique raisonnable, sans volonté de profit, avec un prix harmonisé et plus cohérent à l'échelle de l'agglomération. Capitale car elle garantit à tous l'accès à une ressource de qualité. Il est de notre responsabilité de préserver la ressource en eau en adaptant notre gouvernance à l'échelle de la CDA et en misant sur les investissements pour répondre à cet enjeu. Capitale car elle place l'eau au cœur des politiques publiques. Elle doit faire de l'usager de l'eau un acteur de ces politiques et faire émerger des innovations, comme la création d'un comité local de cogestion publique de l'eau, dans lequel usagers et élus coopéreront pour identifier les besoins et les améliorations prioritaires, allouer les fonds disponibles et développer des projets de travaux. La solution alternative que vous nous proposez aujourd'hui et que nous défendrons implique le versement d'une contrepartie de 1,5 million d'euros par an au syndicat Au17. Même si nous comprenons le principe de solidarité qui prévaut, nous souhaiterions obtenir des garanties quant à l'usage de cette somme. Il nous paraît primordial, compte tenu des enjeux du changement climatique et de notre ambition à faire de notre territoire un territoire zéro carbone, de fixer quelques objectifs en la matière dans une future convention qui lierait nos deux collectivités. Un rapport annuel présenté par le syndicat nous permettrait d'évaluer
du bon usage de ce 1,5 million annuellement versé. Enfin, le vote de ce soir, que notre groupe souhaite unanime pour le bien de nos concitoyens de l'agglomération rochelaise, ne sera utile et pertinent que s'il entraîne l'adhésion de la CDCI, ou du moins une non-opposition massive, et assure la préfecture de sa pertinence. Monsieur le Président, nous espérons que vous avez entretenu des échanges dans ce sens avec les membres de la CDCI, que vous serez présent et convaincant lors de sa réunion, afin que nous gardions la maîtrise de notre avenir sur cette gestion qui ne doit pas, qui ne peut pas nous échapper. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure à Jean-Luc Alguet, cette convention sera soumise, bien sûr, à votre approbation. Elle sera présentée et on débattra sur le contenu de cette convention pour nous assurer qu'elle puisse vous convenir. C'est une étape qu'on fera ensuite, mais bien évidemment, c'est même la loi. Toute convention que nous passons avec des montants aussi importants devront faire l'objet de débat. Quant à mon intervention devant la CDCI, j'irai la faire, mais je serai aidé avec Guillaume, mais on la fera collectivement, bien évidemment. Merci beaucoup de votre soutien. J'ai Sylvie Guérigazo qui demande également la parole. Oui, bonsoir. Je voudrais tout d'abord féliciter chaleureusement le travail qui a été accompli par les services, accompagné bien sûr par Serge Sceaux et toute son équipe, et aussi bien sûr nos élus, Guillaume Krabal en l'occurrence et notre président, et intervenir sur la qualité de l'eau en complément des doutes exprimés par David ce soir. La décision de ce soir est la preuve d'un grand courage politique, car se positionner sur une amélioration de la ressource sur nos territoires agricoles, nous le savons, sera lourd et compliqué. Il nous faudra beaucoup de résolutions face aux chambres d'agriculture et autres acteurs du territoire pour les convaincre et les amener à modifier les pratiques. Car c'est bien la notion de changement de pratique qui va être le cœur de notre développement et le succès ou non de cette prise de compétence. Donc le vote de ce soir n'est en réalité, à mon sens, que le début d'un très gros travail qui nous attend tous, à la fois bien sûr sur un travail collaboratif avec l'ensemble des acteurs, utilisateurs et partenaires, mais aussi avec des services qui, je le pense, auront bien besoin d'être renforcés pour faire face à un enjeu de territoire et de changement de pratique aussi important. Donc je voulais vous remercier encore et vous féliciter et souhaiter vraiment beaucoup de courage à tous ceux qui seront en première ligne dans cette transformation. Merci. Merci Sylvie beaucoup de tes mots. Je n'ai pas d'autres demandes. J'ai Antoine Gros qui m'a demandé la parole. Ensuite, nous passerons au vote si vous êtes d'accord. Oui, je vais être très rapide et puis surtout après les mots très forts de Guillaume, c'est un peu difficile de parler. On a entendu un discours, je crois qu'il fait honneur à notre assemblée, un discours digne et surtout un discours qui retrace un petit peu l'approche avec laquelle on a abordé ce sujet. Pas d'a priori simpliste, pas de yaka faucon, pas de point de vue caricatural. Je peux en témoigner, tout était sur la table au début de ce travail. Toute option était possible. Par contre, il a été désiré par nous tous de pousser jusqu'au bout les négociations, les échanges avec O17, avec un certain nombre de prérequis qui étaient effectivement un service public, un tarif unique sur l'agglomération, une préservation des ressources, sujet majeur, tout le monde l'a dit, une solidarité départementale, et puis aussi il y avait un aspect personnel de la régie communautaire qui n'était pas neutre. Donc Guillaume, je ne vais pas reprendre tout ce que Guillaume a expliqué avec objectivité les résultats et la proposition proposée, et il a bien répété que c'était un sujet complexe, pas simpliste, et qu'il fallait le voir comme tel. Donc en tant que président du groupe Ensemble pour un territoire solidaire, bien évidemment, je la soutiens, je soutiens cette position et j'appelle surtout à ce qu'on ait une très large majorité puisque, vous l'avez bien compris, le préfet au final tiendra compte des deux votes, mais aussi du vote qu'il y aura ici ce soir. Mais je voudrais insister sur deux aspects.
la solidarité départementale qui était indispensable pour l'évolution de ce dossier, mais aussi la solidarité communautaire. Le fait communautaire est renforcé dans ce vote puisque nous prenons un peu plus de souveraineté, mais aussi il y a un certain nombre d'abonnés de l'agglomération qui vont voir augmenter leurs tarifs pour que tout le monde ait un tarif unique qui baisse. Je crois qu'il faut saluer ce fait-là. C'est du courage politique qu'il faut parfois pour le bien de tous. Au-delà de ce choix, je crois que le débat est maintenant sur la participation citoyenne. Marie Ligonière l'a bien situé. Je rappelle surtout qu'on a un projet majeur dans ce mandat qui est La Rochelle, territoire zéro carbone. L'implication et la participation citoyenne en sont un élément fort. Et ben, je crois que maintenant, il faut y aller. On a posé les bases et Marie a beaucoup de travail et du pain sur la planche pour nous proposer vite fait une solution et un modèle qui convienne. Merci beaucoup, Antoine. Chers collègues, je veux tous vous féliciter pour la qualité de vos interventions. Je ne souhaite pas ce soir qu'il y ait des gagnants ou des perdants. Je veux que ce soir, eh bien, ce soit un acte politique qui puisse assumer à la fois une souveraineté sur le cycle de l'eau complet, mais aussi un profond respect à Eau-17 et ici une solidarité à l'échelle du département. Je vais vous proposer que nous passions au vote. Chers collègues, je vais demander, est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y a aucune main levée. Il n'y a aucun vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Oui. Oui, c'est noté. C'est noté, Evelyne. 2. J'ai le pouvoir de Arnaud de Cambourg. Pourquoi on s'abstient? C'est parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un dossier très complexe et on a encore beaucoup de questionnements. Et donc, on nous demande de nous positionner assez rapidement. Alors, j'ai compris pourquoi hein, il y a une deadline, mais c'est vraiment ce dossier est vraiment très, très complexe et on n'a pas pu encore prendre toute la mesure, malgré tout le travail que vous avez fait avec Guillaume. Ça reste encore très compliqué pour nous. Voilà, je voulais donner l'explication. Mais vous n'avez, Evelyne, la position de chacun est libre, bien évidemment. Très bien, nous avons donc combien d'abstentions? 2 abstentions. 2 abstentions. Donc la délibération est adoptée. Chers collègues, je vous remercie infiniment de ce choix politique, certains l'ont dit, qui est un choix courageux, qui nous emmène maintenant vers la CDCI, comme ça a été indiqué, et puis ensuite d'aller voir monsieur le préfet avec des présents pour Noël. Donc, non, de voir une décision qui sera prise avant la fin de l'année. Voilà, merci infiniment de votre participation à cette réunion. On a encore un conseil communautaire avant la fin de l'année. Je me tourne vers l'administration qui sera encore en visio, parce que j'ai hâte qu'on puisse se voir physiquement, chers collègues, et se retrouver en salle ensuite, tous ensemble. Mais il nous faut, malgré les bonnes nouvelles données par Marc Meignet tout à l'heure, notre dernier conseil communautaire de l'année sera également en visioconférence. Merci à vous, très belle soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.